à 3h12 dans le détroit d'Ormus. À bord d'un destroyer Harley Burke Flight, 3 en patrouille de blocus, le radar SPX-6 passe soudainement en alerte rouge. Des dizaines de contacts à grande vitesse foncent vers la coque de toutes les directions, comme un énorme essaim de guêpes furieuses qui se verrouillent sur leur cible. L'Iran vient de déclencher une attaque par essaim entièrement coordonnée. Au cœur du centre d'information de combat, les opérateurs regardent l'horloge tactique s'écouler sans pitié. Dans 90 secondes, des dizaines de vedettes d'attaque rapide du corps des gardiens de la révolution islamique seront apportées pour tirer leurs roquettes de 107 mm. Chacune de ces petites embarcations coûte moins cher qu'une voiture compacte. Le destroyer ciblé vaut des milliards. Téhéran croit avoir lancé la frappe du siècle. Ils s'attendent à transformer l'artère pétrolière la plus critique de la planète en cimetière flottant, mais ils sont sur le point d'apprendre que lancer un ESAM, c'est la partie facile. Y survivre face à la marine américaine, c'est une histoire totalement différente. Voici exactement ce qui s'est passé durant les 2 heures les plus tendues que le détroit d'Ormuz ait jamais vues. Tout l'échiquier géopolitique vient de basculer. Les canaux diplomatiques se sont complètement effondrés il y a des semaines. La campagne de pression maximale de Washington, le régime de sanctions le plus étouffant de l'histoire moderne, a complètement acculé Téhéran au pied du mur. Zéro exportation de pétrole, aucune réserve de liquidité, aucun allié prêt à porter le poids de l'isolement. Le régime sait que le temps file vite. Dans une tentative désespérée de survie stratégique, le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé l'opération Guardian of Hormuz. Leur mission est brutalement claire. Établir un contrôle absolu sur le point de passage maritime le plus critique de la planète. Un passage par lequel transite près du tiers de tout le pétrole transporté par voie maritime dans le monde. L'Iran ne se contente plus de menacer. Ils exigent un tribut des pétroliers, promettant de transformer le détroit d'Ormuz en cimetière pour tout navire occidental qui oserait ignorer leur péage. C'est de la guerre asymétrique pure, poussée à son extrême absolu. Des centaines de bateaux bon marché, de drones à faible coût et de mines intelligentes chassant des plateformes valant plusieurs millions de dollars. Face à cette marée montante, Washington a déployé un destroyer Harley Burke Flight 3, un exploit d'ingénierie de 2 milliards de dollars, rempli du radar SPX. Il peut suivre des centaines de cibles à la fois, à plus de 370 km, mais le véritable cœur de ce dispositif vole, sans être vu, à 12 000 mètres. Le Boeing Futa Poseidon, c'est le centre de commandement aérien de la Navy qui transmet une carte en temps réel du champ de bataille à toute la flotte par liaison de données. Téhéran croit vraiment que la quantité va battre la qualité. Les 2 prochaines heures vont prouver à quel point il se trompe. À 3h30, très haut au-dessus du détroit d'Ormuz, le brouillard numérique commence à s'épaissir. Le Poséidon abandonne son rôle passif et se transforme instantanément en chef d'orchestre invisible de cette orchestration tactique. L'équipage largue des bouées acoustiques AN/SSQ 53G, une technologie conçue à l'origine pour la guerre anti-sous-marine. Elles sont maintenant recalibrées pour capter les signatures acoustiques afin de traquer les moteurs diesel du corps des gardiens de la révolution islamique à travers les vagues turbulentes. En moins de 4 minutes, le Poséidon tisse une carte numérique avec une précision chirurgicale. Chaque bateau, chaque lanceur côtier mobile et chaque bunker caché sur l'île de Keshem apparaît comme un point rouge clignotant sur les écrans principaux du destroyer. Ces données sont chiffrées et transmises par Link, SIS à la vitesse de la lumière. Toute la flotte voit exactement la même chose instantanément avec une clarté létale. C'est le système de systèmes dans sa forme la plus pure, un cerveau distribué qui respire à travers 12 plateformes différentes en même temps. À 3h35, la toute première frappe physique surgit de nulle part. Un hélicoptère MH-60 Air Seahawk en vol stationnaire près du bord de la zone de combat a déjà verrouillé sa cible. Il vise le bateau de commandement de l'essaim grâce à son système électro-optique à 8 km de distance, bien hors de portée efficace, des mitrailleuses iraniennes de 12,7 mm. 2 missiles AGM-114 Hellfire quittent les rails à 150 000 $ chacun. Ils déchirent l'obscurité sous guidage laser, traçant des sillons de feu au-dessus de l'eau noire. Le premier missile fracasse la cabine du bateau de tête, le deuxième efface complètement son ailier. Pendant une fraction de seconde, l'explosion
illumine les visages des opérateurs iraniens juste à côté. Ils viennent de perdre leur commandant de terrain en moins de 2 secondes. La chaîne de commandement se brise complètement. Les vedettes rapides qui suivaient le sillage du chef perdent leur cohésion tactique. Elles commencent à zigzaguer de façon erratique, comme un banc de poissons sans guide. Dans le centre d'information de combat de l'Arleigh Burke, un maître ne lève presque pas les yeux de sa console. C'est la satisfaction silencieuse de l'efficacité pure. Pas de cris, pas d'acclamation, seulement le clic net de la prochaine cible qui entre dans la file de priorité. Mais Téhéran n'a pas encore joué sa plus grande carte. Ce qui se produit dans les 5 prochaines minutes va complètement saturer le système. Ils inondent le spectre électromagnétique si violemment que même le radar Aegis le plus avancé ne peut plus distinguer un vrai missile d'un fantôme numérique. À 3h40, le corps des gardiens de la révolution islamique lance sa contre-attaque asymétrique la plus intelligente. Des centaines de drones, l'heure ababil, décollent de grottes côtières camouflées dans les falaises. Ils ne transportent pas d'ogive, ils transportent quelque chose de pire, d'énormes réflecteurs radars conçus pour imiter la signature électromagnétique exacte d'un véritable missile anti-navire. Sur les écrans radar Aegis, les 50 cibles initiales se multiplient soudainement pour dépasser les 500. Le système de combat Aegis, cet immense cerveau qui classe les menaces en millisecondes, fait face pour la toute première fois à une saturation numérique délibérée. Chaque point à l'écran pourrait être un missile mortel ou simplement une hallucination numérique en fibre de carbone. Au même moment, les lance-roquettes Fajr, 5 ouvrent le feu depuis les falaises, mais ils ne visent pas le destroyer. Ils tirent 120 roquettes dans l'eau, formant une grille géométrique autour de l'Arleigh Burke. Chaque impact projette une énorme colonne d'eau salée à 50 pieds dans les airs. En 30 secondes, un rideau bouillonnant de vapeur et d'écume avale le destroyer. On dirait un brouillard fabriqué directement en enfer. C'est un écran de fumée tactique conçu avec une précision militaire absolue. Il aveugle les capteurs infrarouges, disperse les télémètres laser et brise complètement la ligne de visée électro-optique. C'est comme essayer de traquer un tireur d'élite depuis l'intérieur d'un sauna, pendant une tempête furieuse. À 3h47, le capitaine ne cille pas. Il ordonne la procédure de capacité d'engagement coopératif, fusionnant les données du Poséidon, du Seahawk et de leur propre Aegis en une seule image tactique unifiée, le lanceur vertical Mark 40 et un tir, une salve de missiles SM-6. Chacun coûte 4 millions de dollars. Ils foncent directement vers les positions côtières qui exposent leur signature électromagnétique au moment de tirer. En même temps, le système de guerre électronique AN/SLQ 30 de C6 concentre un faisceau d'énergie dirigé directement sur les récepteurs radars côtiers iraniens. C'est de la guerre électronique cognitive, du véritable brouillage adaptatif au cœur du combat. Les opérateurs du corps des gardiens de la révolution islamique voient leurs écrans se remplir de neige numérique. À 4h10, juste au moment où ils reprennent le contrôle, une menace silencieuse émerge sous la surface du détroit d'Ormuz. Le sonar AN/SQQ 89 du destroyer détecte des signatures métalliques à quelques pouces sous la surface, pas des vagues. Ce sont des mines intelligentes de classe Mayhem, des dispositifs magnétiques ancrés au fond marin, programmés pour exploser dès qu'une lourde coque d'acier passe au-dessus. Le destroyer est piégé. S'il avance, ces mines le déchirent par-dessous. S'il recule, la deuxième vague de bateaux suicides frappe. Elle est plus rapide, plus agressive et conçue pour percuter la ligne de flottaison. Il file déjà à 30 nœuds vers son flanc. Ils n'ont que quelques secondes pour choisir entre couler lentement ou exploser instantanément, à 3h50. Pendant que le destroyer lutte pour sa survie, une manœuvre parallèle se déclenche à des kilomètres là. Depuis la base aérienne d'Al-Dafra, aux Émirats Arabes Unis, une paire d'Addix Thunderbolt décolle en urgence prioritaire. Ce ne sont pas des chasseurs supersoniques de 5e génération. Ce sont des avions d'attaque conçus dans les années 70, lents, laides, brutaux et absolument parfaits pour cette mission précise. La doctrine militaire appelle cela du swarm busting. Les traquer un par un. Contrairement à un F-18 Super Hornet,
qui volent beaucoup trop vite pour distinguer des vedettes individuelles cachées dans l'écume, l'Addix peut maintenir un vol stable à seulement 300 nœuds. Jumelé à une nacelle de ciblage avancée sniper et à une vision thermique nocturne, il devient exactement le prédateur patient que ce champ de bataille exige ce soir. À 3h55, les Warthogs tombent des nuages comme des faucons plongeant au-dessus du désert, évitant le réseau d'alerte avancé. Les pilotes plongent profondément entre les immenses falaises calcaires de 500 pieds qui longent la côte rocheuse de l'île de Keshem. C'est du vol en suivi de terrain poussé à la limite absolue. Les ailes frôlent presque les parois rocheuses verticales, les altimètres hurlent leurs avertissements, les pilotes les ignorent avec une discipline de fer. Ils surgissent soudainement à 30 mètres au-dessus de la houle. Ils volent si bas que le souffle des moteurs soulève de l'écume blanche. Les soldats survivants du corps, des gardiens de la révolution islamique à bord des vedettes rapides, l'entendent d'abord. Un rugissement démoniaque, le cri impossible à confondre des turbozouflantes TF-34, avant même de pouvoir réagir. Au moment où ils lèvent leurs missiles tirés à l'épaule, les Addix sont déjà au-dessus d'eux. À 4 heures, le ciel explose en une toile mortelle de traceurs et de leurres. Les missiles guidés par infrarouge traquent la chaleur des moteurs, des drones suicides plongent droit vers les prises d'air des Addix. Les pilotes américains arrachent des virages à 7G à seulement 20 mètres, au-dessus de l'eau. Le sang descend brutalement vers leurs pieds. Leur vision se rétrécit violemment en tunnel. Ils larguent des chaînes de leurre au magnésium brûlant à 1100 degrés Celsius. Ces faux soleils se reflètent sur l'eau noire, aveuglant les autodirecteurs infrarouges. En verrouillant la cible, les pilotes centrent leur réticule sur le bateau suivant. Puis le canon Go-8 Avenger ouvre le feu. Le son est légendaire, un rugissement guttural. 6 canons rotatifs tirent 65 obus de 30 mm à uranium appauvri chaque seconde. Cela couvre complètement le grondement de l'océan. Chaque rafale déchire les coques en fibre de verre, comme du beurre chaud. Elle se transforme instantanément en cimetière flottant de feu furieux et de carburant répandu. En moins de 4 minutes, la deuxième vague de l'essaim cesse d'exister. L'eau brûle en dizaines de brasiers orange reliés par des nappes d'hydrocarbures. À 4h25, le capitaine autorise l'option nucléaire de la guerre non cinétique. C'est pas du brouillage standard, c'est une attaque électromagnétique à saturation totale. Les antennes SLQ-32 concentrent un faisceau radiofréquence d'ultra haute intensité qui balaie le détroit d'Ormuz sur un arc de 180 degrés. Tout le spectre électromagnétique est complètement incendié. L'effet est immédiat et chirurgical. Privés de GPS et de liaison de contrôle, les drones ababiles tombent soudainement du ciel comme des oiseaux morts frappant l'eau noire. C'est une lobotomie numérique complète. L'essaim de bateau suicide perd instantanément sa coordination centrale. Sans cerveau pour les guider, les bateaux se percutent dans l'obscurité. Leurs écrans de navigation sont réduits à une statique blanche pure. Les pilotes du corps des gardiens de la révolution islamique crient des ordres contradictoires dans des radios mortes qui ne transmettent absolument rien. À 4h30. Alors que le brouillard électronique se dissipe, le périmètre défensif du destroyer se resserre pour la dernière pluie d'acier. Le système d'armes rapproché Phalanx, un R2D2 en colère, lance son cycle automatique de recherche et destruction. Son énorme canon Gatling M61, le canon de 20 mm, commence à tourner, crachant 4500 obus de tungstène par minute. Le ciel noir s'illumine d'éclairs rapides et aveuglants. Les bateaux suicides qui survivent au chaos électronique se désintègrent complètement à moins de 500 mètres de la coque. Rien que des confettis de titane déchiquetés. Des confettis de titane flottant sur du pétrole en feu. À 4h45. Toute la nature de la bataille bascule. La proie est officiellement devenue le chasseur. Le fuit Poséidon perce les rideaux de fumée à l'aide de son radar AN/API 10. Il géolocalise la source de l'attaque, des bunkers de missiles du corps, des gardiens de la révolution islamique creusés dans les falaises calcaires de l'île de Keshem. Les coordonnées filent instantanément par Link 6 vers une paire d'Addix Thunderbolt, 2 en attente très haut au-dessus. Les Warthogs plongent, chargés de bombes guidées laser GBU 12 Paveway 2. Le désignateur laser du Poséidon marque l'entrée de chaque grotte avec une précision millimétrique, les bombes lourdes perçant directement les tunnels avant de détonner.
Des explosions secondaires éclatent, les dépôts de carburant et les réserves de munitions font s'effondrer instantanément tout le réseau souterrain. Des tonnes de roches solides enterrent le programme de blocus iranien au cœur de sa propre montagne. Le détroit est de nouveau grand ouvert, le destroyer avance dans la voie maritime principale, derrière lui il ne reste rien sauf l'odeur de fibres de verre brûlées et une ambition totalement écrasée. Le bilan final est complètement dévastateur. Le corps des gardiens de la révolution islamique a perdu presque toute sa flotte de vedettes rapides déployées pour l'opération. Ses principaux lanceurs côtiers Fajr 5 et le réseau de bunkers souterrains de Keshem, 2 décennies de travail, ont disparu. Le destroyer Harley Burke est rentré au port sans une seule perte, en utilisant moins de 15% de ses munitions. La leçon stratégique est brutale, mais simple. La masse pure ne peut tout simplement pas abattre une véritable intégration numérique. Un essaim privé de cerveau numérique n'est qu'une immense cible. Téhéran a brûlé sa meilleure carte géopolitique, la menace crédible de fermer le détroit d'Ormuz, échangée contre absolument rien. Le rendement stratégique a été une catastrophe totale, des décennies de doctrine de guerre asymétrique se sont évaporées en moins de 2 heures, mais le point de passage demeure, et la prochaine manche de cette partie d'échecs à très haut risque se prépare déjà en silence. Ce scénario est une simulation fictive à des fins éducatives, fondée entièrement sur des capacités militaires accessibles publiquement.